Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo d'une mise à jour d'une disparition très largement médiatisée ces derniers 8 mois. Il s'agit de la disparition du petit Émile. Vous le savez, je pense, c'est un dossier qui a connu une avancée majeure le week-end dernier. J'avais déjà réalisé une vidéo très complète sur ce dossier il y a 2-3 mois maintenant. Je vous conseille d'aller la voir avant de regarder cette vidéo parce que au niveau informatif, la vidéo est vraiment exhaustive. Nous avions parlé dedans de toutes les pistes envisageables et nous les avons décortiquées. Aujourd'hui, il y a quelques-unes de ces pistes qui sont encore possibles. Vous m'avez d'ailleurs pas mal posé 2 questions sur mes réseaux sociaux concernant ce dossier. Je vais tâcher d'y répondre tout au long de ma vidéo, mais s'il y en a quelques-unes auxquelles je n'ai pas répondu, je prendrai le temps de répondre à la fin de mon récit, donc à la toute fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je reviens avec la moi du passé pour vous parler du sponsor du jour. Je les remercie énormément, il s'agit aujourd'hui de CyberGhost VPN. Alors je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est un VPN comme son nom l'indique, et un VPN c'est quoi? C'est un réseau virtuel privé et ça vous permet de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je travaille à peu près partout, c'est-à-dire ça peut être chez moi, mais ça peut également être dans des cafés à Lyon ou dans les chambres d'hôtel à Paris parce que je me déplace très régulièrement à Paris. J'utilise beaucoup des Wi-Fi publics. Et vous le savez, les Wi-Fi publics sont assez peu sécurisés. Et grâce à l'activation de CyberGhost VPN sur mon ordinateur, je cache ma vraie adresse IP et mes données sont cryptées. Et donc je peux naviguer sur internet en toute sécurité. En plus de la protection de vos données, vous pouvez débloquer des catalogues de plus de 40 services de streaming comme Disney+, Netflix et Amazon Prime, pour les plus connus. En gros, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez regarder le contenu que vous voulez, où vous voulez et quand vous voulez. Tout ça en vous connectant au serveur approprié avec de très haut débit. Ce qui est bien, c'est que le logiciel est très facile d'utilisation et il met un point d'honneur à ne pas partager vos données. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger plusieurs appareils, exactement jusqu'à 7 appareils. Et donc si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, comme environ 38 millions d'utilisateurs dans le monde, j'ai une super offre à vous proposer et vous pourrez découvrir cette offre en cliquant dans le lien qui sera en barre de description et en commentaire épinglé. Donc je vous propose 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. En plus, on a une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours et à côté de ça, un support client vraiment efficace qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça peut vous rassurer, si vous êtes vraiment frileux de ce type d'offre, c'est totalement sans risque. Donc n'hésitez pas à tester ce VPN. Moi je les remercie énormément de me sponsoriser aujourd'hui et on se retrouve juste après ça. Évidemment, je ne vais pas me lancer dans les mises à jour de ce dossier sans vous parler du contexte. Je vais essayer d'être assez brève, mais il est important de rappeler certains éléments pour mieux comprendre les questions qu'on se pose aujourd'hui sur ce dossier, après l'élément qui a tout fait basculer la semaine dernière, qui a été dévoilé. On parle de l'affaire d'Émile Soleil, donc Émile surnommé par tous le petit Émile, qui était un petit garçon né en novembre 2020. Au moment de sa disparition, il avait donc 2 ans et demi. Il habitait avec sa famille à la Bouilladis, qui est une petite commune située à équidistance d'Aix-en-Provence et de Marseille, dans le sud de la France, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le département des Bouches-du-Rhône. À ce moment-là, au moment des faits, il avait une petite sœur âgée d'un peu plus d'1 an. Important à noter dans les
circonstances de la disparition et même dans les mises à jour que la famille est catholique pratiquante. On va surtout parler dans ce dossier de la famille du côté de la mère d'Émile parce que c'est elle qui est le plus impliquée directement dans la disparition, puisque la disparition a eu lieu au niveau de la résidence secondaire des parents de la mère d'Émile, donc de Marie, qui se situe au Haut-Vernay. Le Haut-Vernay, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps dans les médias. C'est un hameau qui se trouve à 2 heures de route du domicile d'Émile et de ses parents, dans le département des Alpes de Haute-Provence. Il est constitué d'une dizaine de maisons qui se détachent en hauteur du village du Vernay et qui se trouve à une altitude de 1200 mètres. C'est également un départ de plusieurs sentiers de randonnée. À l'année, on a seulement une quinzaine de personnes qui y habitent et ça peut augmenter jusqu'à 30 habitants en été et pendant les périodes de vacances. Donc vous vous rendez bien compte, entre 15 et 30 personnes qui y habitent, tout le monde se connaît. Les grands-parents maternels d'Émile sont également très pieux. Ils sont considérés comme des personnes strictes et rigoureuses dans leur vie et dans l'éducation de leurs enfants et petits-enfants, ce qui va d'ailleurs alimenter les rumeurs quant à leur implication dans la disparition du petit Émile. Les grands-parents maternels d'Émile ont eu 10 enfants, dont l'aîné est Marie, la mère d'Émile. Émile a donc des oncles et tantes très jeunes, mineurs pour la plupart. Comme Émile venait de commencer sa vie et qu'en plus de ça, sa famille est restée très discrète tout le long des recherches, tout le long des 8 mois, et qu'ils se sont très rarement exprimés sur cette disparition, on en sait assez peu sur qui il était. On peut simplement dire que c'est un petit garçon avec une petite bouille très mignonne, une petite tête blonde de 90 cm, aux yeux marrons, curieux, qui aime jouer. D'ailleurs, il aimait beaucoup aller à la cabane de la famille, située non loin de la résidence secondaire du Haut-Vernay de ses grands-parents, comme je vous montre ici sur la carte. Malheureusement, Émile disparaîtra début juillet 2023 alors qu'il venait d'arriver au Haut-Vernay chez ses grands-parents pour passer une partie de l'été avec une partie de ses oncles et tantes. Émile, la veille de sa disparition, avait quitté son domicile à la Bouilladis, donc le vendredi 7 juillet 2023, et il a effectué le trajet de 2 heures jusqu'au Vernay avec ses grands-parents et ses nombreux oncles et tantes. Le lendemain, soit le samedi 8 juillet 2023, Émile est aperçu le matin par des habitants du Haut-Vernay jouer dehors, quelques heures avant qu'il ne disparaisse. Il est environ 17 heures lorsqu'il se réveille d'une sieste, il se prépare, il se fait habiller et il va jouer dans le jardin de la maison de ses grands-parents pendant que son grand-père va charger le coffre de sa voiture aidé de plusieurs enfants. Et c'est dans ce contexte-là que la famille va perdre de vue le petit Émile. 15 minutes plus tard, donc il est environ 17h15, on apprend qu'Émile aurait été aperçu pour la dernière fois par 2 voisins, 2 riverains, à environ une vingtaine de mètres de la maison de ses grands-parents. Ils seraient donc les derniers à avoir eu un contact visuel avec le petit. Ces témoignages, compte tenu du lieu et de la très faible population présente, sont considérés comme crédibles. Les témoins disent avoir aperçu le petit dans la rue pentue de chez ses grands-parents. Il déambulait seul à ce moment-là et était vêtu d'un haut jaune, d'un short blanc avec un motif vert et de chaussures de randonnée. Concernant l'identité de ces témoins qui sont très importantes dans le cadre de cette enquête, on sait que un des témoins est un adolescent qui lui aurait vu Émile dans le sens de la montée, donc vers la cabane. L'autre est un homme d'une 60aine d'années qui a un chien et qui aurait vu Émile dans le sens de la descente, donc vers la fontaine du centre du hameau. Les 2 versions, bien qu'elles soient différentes, sont considérées comme fiables. Et c'est finalement ce même jour, à 18h12 précisément, que la grand-mère d'Émile va appeler la gendarmerie de Digne-les-Bains pour déclarer la disparition du petit. Et c'est une disparition qui a été très vite prise au sérieux. Il y a eu énormément de recherches sur place, des hélicoptères, des drones, les gendarmes qui sont venus avec les chiens pour flairer des pistes. Malheureusement, aucune trace de l'enfant ne sera retrouvée juste après la disparition pendant les premières recherches. Donc après 2 jours seulement de battues, les gendarmes ont barricadé le village, ne laissant passer que les habitants du Haut-Vernay. Tous les bâtiments qui constituent le bourg ont été fouillés, également les véhicules des habitants, et ils ont tous été
interrogé. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour des chiens pisteurs qui ont flairé la piste du petit Émile et qui s'arrêtent cette piste au niveau de la fontaine de l'Abreuvoir située à 50 mètres vers la descente. Cette piste a été flairée par des chiens qui ont une réputation d'avoir un excellent flair, ce sont des Saint-Hubert, et ils ont suivi à 2 reprises cette même piste. Comme elle s'arrête à ce niveau-là, on s'est imaginé que le petit ait pu monter dans un véhicule et donc le travail des chiens et la piste flairée à ce niveau-là va appuyer une hypothèse en particulier, celle de l'enlèvement par une tierce personne de l'enfant. Finalement, une information judiciaire a été ouverte 3 semaines après la disparition d'Émile, soit le 18 juillet 2023, pour enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire sur un mineur de moins de 15 ans. C'est le parquet d'Aix-en-Provence qui va se charger de ce dossier et à partir du 7 août, les parents vont se constituer partie civile pour avoir un accès au dossier d'instruction, tout comme les grands-parents maternels et paternels d'Émile. Malgré cela et toutes les recherches sur le terrain et les recherches administratives également, par exemple sur la téléphonie avec l'utilisation du logiciel Anacrim, aucun suspect n'a à notre connaissance été identifié et aucune garde à vue n'a à ce jour été réalisée dans le cadre de la disparition de l'enfant. Plusieurs pistes avaient été évoquées et travaillées, donc notamment celle de l'attaque d'un animal qui était la moins probable. Les pistes accidentelles et criminelles pour les plus probables ont également bien été étudiées. D'ailleurs, j'en avais longuement parlé dans ma première vidéo. J'avais notamment pour la piste accidentelle évoqué le fait que Émile avait pu vouloir retourner seul à la cabane et que finalement il s'était perdu et il avait fini par chuter accidentellement. Et pour la piste criminelle, j'avais évoqué plusieurs possibilités, notamment celle d'un enlèvement par un pédocriminel, ou alors un accident par un engin agricole ou un véhicule de tourisme avec derrière dissimulation du corps, ou encore une vengeance par rapport aux idéaux de la famille d'Émile, ou bien par rapport à une ancienne querelle de voisinage qu'avaient subi les grands-parents d'Émile dans un autre hameau. Donc je vous en avais parlé aussi dans ma première vidéo. Depuis la sortie de ma vidéo, il y a quelques mois, je crois que c'était en décembre, c'était au niveau des médias le calme plat sur la disparition d'Émile. Bon, on ne sait pas ce qu'il en est des enquêteurs, mais on peut imaginer qu'ils travaillaient ardemment sur le dossier. En effet, les enquêteurs n'ont rien laissé fuiter dans la presse en ce qui concerne leurs recherches, et parallèlement, l'opinion publique commençait à se dire qu'on n'allait jamais probablement avoir de réponse à nos questions et jamais retrouver le petit Émile. Il y a 2 semaines de cela, les médias faisaient remonter à la surface le passé du grand-père maternel d'Émile. Lui, c'est un kiné ostéo de bonne réputation et il semble qu'il est apparu en tant que témoin assisté dans une sombre et vaste affaire judiciaire de violence sur mineurs commise au sein d'une communauté religieuse dans les années 90. Ce qui a évidemment ravivé les soupçons autour de sa potentielle culpabilité dans la disparition de son petit-fils Émile. Il s'était dans ces années-là rapproché d'une communauté traditionnaliste de Riaumont dans le Pas-de-Calais qui accueille des jeunes en internat en qualité d'encadrant. Entre 2014 et 2017, plusieurs plaintes avaient été déposées par des anciens élèves de cet établissement. Les faits sont très graves, ce sont des faits de maltraitance, de violence physique, sexuelle et des faits de violence commis par des adultes qui y sont dénoncés dans ces plaintes. Plusieurs informations ont même été ouvertes et comme le rapporte le journal Le Parisien que je cite ici, selon les précisions apportées ce mardi par le Canard enchaîné, Philippe V, donc le grand-père d'Émile, se faisait appeler frère Philippe au sein de cette communauté religieuse où il séjourne entre 91 et 94. Il était chargé de faire régner la discipline à l'internat. Des anciens pensionnaires racontent aux enquêteurs que Philippe V pouvait infliger des tartes mémorables. Il a été entendu par la police judiciaire de Lille dans le cadre d'une mesure de garde à vue en avril 2018 à Marseille et le grand-père d'Émile reconnaît seulement des punitions, je cite, un peu sévères sur les enfants. 11 personnes ont été mises en examen et plusieurs autres ont été placées sous le statut de témoins assistés, dont le grand-père d'Émile. Pour information, un témoin assisté, c'est un statut intermédiaire entre celui de témoin et de mise en examen dans une affaire.
Aujourd'hui, ces affaires-là sont toujours en cours et les enquêtes devraient prochainement être achevées. Donc c'est dans tout ce contexte-là que je vous ai expliqué qu'une mise en situation a été réalisée le 28 mars 2024, donc très récemment, la semaine dernière, en présence de 17 habitants du village. La mise en situation, il faut bien la distinguer de la reconstitution. La mise en situation sert à matérialiser sur place l'ensemble des déclarations faites par les témoins de l'affaire, de reconstituer l'emploi du temps de ces personnes qui étaient au Haut-Vernay ce 8 juillet 2023 et vérifier si leurs déclarations sont crédibles. La reconstitution, c'est un peu la même chose, mais c'est un terme utilisé lorsqu'un suspect a été identifié. Ça consiste à recréer toutes les actions commises sur la scène de crime avec les personnes présentes, dont le suspect. Donc on voit bien la différence avec la mise en situation du Haut-Vernay où il n'y a pas à proprement parler de scène de crime ni de suspect. Les gendarmes étaient sans indice depuis 9 mois, en tout cas de ce que l'on sait, et donc ils avaient espéré que cette mise en situation allait apporter de nouveaux éléments concrets qui auraient pu aider à comprendre ce qui s'était passé le jour de la disparition d'Émile. Malheureusement, il semble que rien de concret ne soit ressorti de cette mise en situation. Pourtant, 2 jours après cette mise en situation, on apprend l'élément qui va tout faire basculer dans cette disparition et qui va malheureusement réduire les maigres espoirs des proches d'Émile de le retrouver vivant à néant. Parce qu'en effet, la nouvelle a été communiquée le dimanche 31 mars, donc le week-end dernier. Une randonneuse a retrouvé le crâne d'Émile. Il nous est expliqué que la veille de cette annonce, donc le samedi 30 mars 2024, entre midi et 14h, c'est au hasard d'une promenade qu'une femme, une randonneuse, a découvert un crâne dans une zone assez escarpée. C'est une zone qui se trouve à environ 2,5 km du Haut-Vernay. On apprend aussi rapidement que la randonneuse, dont l'identité n'a pas été dévoilée, fait très probablement partie de la région et certains même vont dire qu'elle est habitante du Vernay, voire du Haut-Vernay. Et donc clairement, elle doit être au courant de la disparition d'Émile. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont été choquées du réflexe qu'elle a eu, c'est-à-dire de prendre le crâne de l'enfant, de le mettre dans un sac plastique, de le ramener chez elle et là d'appeler la gendarmerie pour leur parler de sa trouvaille. Et ce réflexe a suscité et suscite encore à ce jour de nombreuses réactions. D'après l'AFP, la randonneuse aurait justifié son geste par le fait qu'elle n'était en mesure de prévenir personne depuis l'endroit où elle se trouvait. Comme elle était située dans une zone boisée, difficile d'accès, la localisation ne bénéficiait d'aucune couverture téléphonique, d'après ce qu'elle explique. Elle ne voulait pas prendre le risque de perdre la trace de sa trouvaille, dont elle se doutait de l'importance, étant donné de la proximité des lieux avec ceux de la disparition d'Émile. Elle aurait fait le choix de l'emporter avec elle. En plus, cette zone de découverte n'est pas vraiment propice à la promenade, sauf pour les gens qui connaissent le secteur. Donc ce qui consolide l'hypothèse que la randonneuse pourrait être quelqu'un du coin. Donc c'est vrai que ce geste reste très surprenant, surtout lorsqu'on sait que derrière, les gendarmes doivent geler la zone, cette zone de découverte pour ne perdre aucun indice et surtout ne toucher à rien, et encore moins aux ossements d'un enfant. Néanmoins, il faut quand même noter que sans cette découverte, on n'en serait pas là aujourd'hui et qu'elle a pu aider grandement cette randonneuse dans l'enquête. Et aujourd'hui, la famille et les proches d'Émile savent que malheureusement, le petit n'est plus de ce monde. Ils peuvent commencer à moindre mesure à faire leur deuil. Derrière, évidemment, cette randonneuse a pu amener les gendarmes sur le lieu de la découverte du crâne et les premiers éléments d'investigation confirment, sans laisser place au doute, que le crâne du petit Émile se trouvait bien à l'endroit qu'elle a indiqué. Donc, contrairement à ce qui a été évoqué assez tôt par le maire du Vernay, qui est François Balic dans les médias, les ossements d'Émile n'ont pas été retrouvés sur, je cite, un chemin entre l'église et la chapelle du village, mais bien au niveau du ravin des Auches, comme je le montre ici sur la carte. Une fois sur place, donc les gendarmes vont pouvoir geler enfin cette zone pour mener des recherches complémentaires et essayer de répondre à plusieurs questions que tout le monde se pose aujourd'hui. Donc depuis combien de temps le crâne se trouvait là? A-t-il été déplacé avant sa découverte? Y a-t-il d'autres éléments, d'autres ossements du petit Émile dans cette zone? Le travail des gendarmes est acharné dans cette zone pour fournir le plus de réponses à ces questions qui sont posées. La randonneuse va expliquer avec beaucoup de détails
comment et dans quelles circonstances elle a trouvé ce crâne. Donc elle va expliquer que le crâne était sur le sol d'un chemin étroit forestier qui suit une courbe de niveau, dans un endroit avec une très forte déclivité du terrain, une pente à 30%. Et c'est une zone qui a été décrite comme étant très végétalisée en été. Moi je ne savais pas ce que c'était une courbe de niveau, donc je vous le dis ici, une courbe de niveau, c'est une ligne imaginaire qui sur une carte relie entre tous les points situés à une même altitude. Comme je vous le montre ici sur la carte en exemple, il s'agit donc d'un chemin plat et sinueux qui traverse latéralement une pente très escarpée. Ce lieu de la découverte du crâne peut être rejoint à pied depuis le bas du village, donc du Haut-Vernay, à 25 minutes à pas d'homme. Donc il a été évoqué qu'il faut multiplier au moins par 2 pour un enfant de l'âge d'Émile, c'est-à-dire plus de 2 ans et demi. Et donc il aurait marché, si c'est le cas, pendant au moins 50 minutes avant d'arriver à cet endroit. L'accès n'est pas considéré comme étant trop difficile, sauf dans une partie du sous-bois qui est une zone très pentue. L'endroit se trouve à proximité d'un ruisseau qui, lors de fortes pluies, peut se transformer vite en torrent. Ce qui m'a interpellée tout de suite, c'est de savoir que moins de 24 heures après sa découverte, on a su que le crâne appartenait bien à Émile. Même s'il y avait peu de place au doute, parce qu'il y a très peu d'enfants qui ont disparu, et surtout dans ce coin, on ne peut rien affirmer avant d'avoir fait des tests ADN. Il se trouve que le crâne a été transporté par hélicoptère à l'IGRCGN, qui est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Les scientifiques ont travaillé toute la nuit pour extraire l'ADN du crâne et le comparer derrière à celui du petit Émile. Et il se trouve que l'ADN du crâne a matché avec celui du petit Émile et donc que le crâne appartient bien au petit Émile et qu'Émile est donc bien décédé malheureusement. Évidemment, énormément de questions se posent, entre autres sur la zone où a été découvert ce fameux crâne de l'enfant. Parce qu'un mois avant la découverte, cette randonneuse explique qu'elle était déjà venue dans cette zone et elle n'avait rien constaté à ce moment-là. Donc on peut se poser des questions. Et le procureur de la République d'Aix-en-Provence va tenter de répondre à ces questions lors d'une conférence de presse qui a été réalisée en présence du colonel de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence le mardi 2 avril 2024, donc cette semaine. Il va également apporter de nouveaux éléments concernant la zone de découverte et également concernant les premiers constats du légiste qui a travaillé sur le crâne d'Émile. Par rapport à ce crâne, on apprend qu'il ne présente pas de lésions antémortem, donc ça veut dire avant la mort, et que la mort est d'origine non encéphalique. Par contre, on peut constater sur le crâne des morsures d'animaux et des petites fractures et fissures post-mortem. Donc je vous montre ici à quoi ça peut ressembler. Donc ce sont des photos d'un crâne. Évidemment, ce n'est pas le crâne du petit Émile, c'est juste pour illustrer. Par ailleurs, il est expliqué, je cite, qu'un maxillaire est absent sans que l'on puisse savoir s'il s'est détaché naturellement ou sous l'effet d'une traction. Donc quand il dit un maxillaire, je pense qu'il parle de l'os maxillaire. Il peut y avoir l'os maxillaire droit et gauche. C'est un os qui entre dans la constitution des parois de la fosse nasale, des cavités orbitaires et de la cavité buccale. Ils sont porteurs des dents de la mâchoire supérieure, comme je vous le montre ici. Les premières analyses sur le crâne ont permis d'apprendre que les ossements retrouvés ont été exposés à de la chaleur, puis du froid, puis à des précipitations, et donc que le corps n'a pas été enfoui, ni enterré, ni déterré, mais qu'il a bien été exposé aux éléments naturels pendant un long moment. On apprend également qu'à 150 mètres du lieu de la découverte du crâne, le long du ruisseau, en contrebas du chemin, certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition ont été retrouvés, à savoir un t-shirt, ses chaussures, sa culotte. Ils n'ont pas été retrouvés regroupés, mais éparpillés sur une dizaine de mètres. Évidemment, ces vêtements ont été envoyés également à l'IGRCGN pour analyse. Et au moment de la conférence de presse, et à ce jour d'ailleurs il me semble, aucun résultat, même partiel, n'a été communiqué. À ce jour, le hameau du Haut-Vernay est toujours fermé au public pour permettre aux enquêteurs de travailler sans être dérangés, éviter toute pollution ou perte d'indices. Il a également été annoncé que des brigades cynophiles ainsi que des anthropologues et des entomologistes travaillent sur l'affaire aux côtés des gendarmes. Comme l'explique François Daous, qui est l'ex-directeur de l'IGRCGN, les enquêteurs pistent maintenant le point zéro, c'est-à-dire le lieu là où il y a le maximum d'ossements, l'endroit où est tombé ou a été déposé l'enfant. Pour le moment, aucun autre ossement d'Émile n'a été retrouvé sur les lieux. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le samedi 6 avril
ça fait une semaine que le crâne a été retrouvé. Évidemment, des analyses complémentaires vont être réalisées, ou ça se trouve l'ont déjà été, sur le crâne, notamment des analyses du biotope retrouvées sur le crâne qui pourra peut-être apporter des réponses et des éléments supplémentaires pour comprendre la mort du petit Émile. Et pour pouvoir répondre aux questions que tout le monde se pose, à savoir qu'est-il arrivé à Émile et comment est-il mort? Parce qu'aujourd'hui, avec les seuls éléments en notre possession, on ne connaît toujours pas les causes de la mort d'Émile. Et il est possible qu'on ne le connaisse jamais, parce que le temps joue en la défaveur des experts. Concernant le lieu de la découverte, on apprend que cette zone avait été fouillée lors des battues, lors des premiers jours qui ont suivi la disparition, mais que les chiens renifleurs de cadavres n'ont jamais été emmenés sur les lieux. Donc on ne sait pas si pendant ces battues, il y avait d'autres chiens, donc des chiens pisteurs qui seraient allés sur le terrain, donc sur le lieu où a été retrouvé le crâne d'Émile. Ça reste assez flou et la question n'a pas été posée lors de la conférence de presse, en tout cas à ma connaissance. Ça aurait été intéressant de savoir s'il n'y avait que des humains lors de cette battue ou s'il y avait également des chiens. Parce que sur certaines photos, comme on peut le voir ici, on voit des battues avec que des humains certaines fois. Donc la piste accidentelle a été évoquée comme étant la plus probable selon les éléments actuels en la possession des enquêteurs. Donc, comme l'explique Jacques Dallès, qui est un magistrat honoraire et que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer plusieurs fois d'ailleurs, je vais le citer. Quand on retrouve tardivement des ossements, non loin du lieu de la disparition d'un jeune enfant, l'hypothèse première, c'est le décès par inanition, le froid ou l'accident. Il serait parti de lui-même en faisant 2 km ou des centaines de mètres avant de s'épuiser et mourir naturellement ou accidentellement. En effet, si on part sur l'hypothèse de l'accident, on peut penser que l'enfant aurait pu descendre vers la fontaine, puis remonter la rue pentue de chez ses grands-parents, ce qui explique d'ailleurs les témoignages des 2 personnes qui auraient vu Émile pour l'un descendre, pour l'autre monter, qu'il aurait voulu aller dans la cabane dans laquelle il aimait bien jouer, qu'il se serait égaré seul dans la forêt, il se serait retrouvé esselé, qu'il a marché jusqu'à épuisement avant de s'éteindre, ou bien de faire une chute dans une zone escarpée, et il est très probable que les recherches aient pu passer à côté tout ce temps. Beaucoup de personnes disent que ce n'est pas possible parce que les chiens, donc les Saint-Hubert, avec leur excellent flair, ont flairé la piste du petit Émile au niveau de l'abreuvoir, et ils se sont arrêtés à ce niveau-là. Et donc pourquoi est-ce que les chiens se seraient trompés? Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles les chiens pourraient se tromper, ou en tout cas pourraient être induits en erreur au niveau de leur flair. J'en avais déjà parlé lors de ma première vidéo. Pourquoi est-ce que s'il allait vers la montagne, ils n'ont pas suivi sa trace jusque dans la forêt? Tout simplement, il faut se rappeler que les flairs et les capacités olfactives des chiens peuvent être altérées par la chaleur. Et au moment où les recherches ont été faites, il faisait jusqu'à 30 degrés, il pouvait y avoir des pics à 30 degrés à l'ombre. Donc ça impacte énormément le travail des chiens. Comme ça impacte aussi le travail et le repérage avec des caméras thermiques et des drones multispectrales utilisés pour retrouver potentiellement un foyer de chaleur qui aurait pu représenter Émile. Donc ces foyers de chaleur ont pu être camouflés par la température élevée. Donc rappelons qu'il est déjà arrivé que des chiens soient passés juste à côté d'un corps pourtant à ce moment-là en décomposition. Je vous en avais parlé dans le cas d'une disparition résolue après 1 mois, la disparition de Marine Paillou. Les chiens sont passés en plein été, très proche du lieu où se trouvait le corps de la jeune femme et ne l'ont pas flairé. Ce corps a été retrouvé fortuitement par un agriculteur et d'ailleurs la plupart du temps la découverte des corps en pleine nature se fait généralement de cette manière, fortuitement. Ce sont généralement des randonneurs, des marcheurs, des cueilleurs de champignons ou même des chasseurs qui vont faire les morbides découvertes. Je pense notamment, là j'ai en tête le cas de la disparition de Georgette Bonnet qui avait disparu en 2016 en pleine forêt et dont les ossements ont été retrouvés en 2022 par un chasseur. Mais on peut se poser quand même des questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui, notamment les recherches sur le terrain ont été faites très rapidement après la disparition. À ce moment-là, il n'aurait pas pu marcher bien loin, il a des petites jambes, il n'a pas couru et foncé vers le lieu de la découverte du corps, en tout cas on ne le pense pas, et donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas entendu qu'on l'appelait et qu'on le cherchait? C'est possible de toute façon qu'il ait marché sans s'arrêter vers le ravin. Comme c'est en montagne, les appels ont pu être stoppés par la végétation, ont pu ne pas être entendus et il aurait pu marcher rapidement vers le ravin des Auches. Il aurait pu chuter et décéder des suites de ses blessures dans un lieu très végétalisé comme je le disais, donc très peu accessible et son corps aurait pu être camouflé
par la végétation. C'est en tout cas le scénario le plus acceptable, qu'il n'ait pas souffert trop longtemps. J'irais beaucoup plus acceptable qu'un meurtre. Aujourd'hui pourtant, beaucoup de personnes pensent que l'accident n'est pas possible pour toutes les raisons que j'ai déjà exposées. Les chiens, la piste des chiens, le lieu de la découverte, les recherches intenses qui sont passées à côté, le profil du grand-père qui interroge. Mais finalement, à part des suppositions, on n'a aucun élément concret qui vient appuyer la piste criminelle. Même si, comme beaucoup d'autres, le maire du Vernet semble plutôt pencher vers l'hypothèse criminelle. Je vais d'ailleurs le citer: je ne peux m'empêcher de croire qu'un adulte est impliqué dans cette affaire. Émile ne serait jamais allé seul là où on l'a retrouvé. Pourtant, c'est déjà arrivé. Je vais vous parler du cas de Raphaël Hurtig, 3 ans, qui avait disparu en 1988, et le corps a été retrouvé en 4 jours à 4 km en zone escarpée. Il n'aurait malheureusement survécu que 2 jours. Certains font également le rapprochement avec le cas de la disparition de Lucas Tronche, un jeune homme de 16 ans qui avait disparu en 2015 et dont le squelette a été retrouvé seulement en juin 2021 à 800 mètres de chez lui, à la suite de nouvelles recherches menées dans des sites inaccessible le long des escarpements rocheux d'une falaise sur laquelle Lucas avait coutume de se rendre. Mais la grosse différence avec le dossier de la disparition du petit Émile, c'est que cette falaise n'avait jamais été explorée, il n'y avait jamais eu de recherche faite parce que c'était vraiment trop escarpé à ce niveau-là. Clairement, beaucoup de personnes se posent des questions sur le comportement de la randonneuse. En effet, beaucoup sont mis à sa place, je me suis mis également à sa place, et jamais j'aurais touché un crâne humain, encore moins celui d'un enfant, tout en sachant derrière qu'il ne faut absolument toucher à rien pour conserver et geler la scène telle qu'elle est. Par contre, les explications qu'elle a fournies semblent tout à fait convaincre les enquêteurs, puisqu'elle n'apparaît suspecte en aucune manière à leurs yeux. Et c'est vrai que si on y réfléchit, il aurait été étrange de sa part de déplacer le crâne d'un endroit, puisqu'elle aurait été impliquée, de le ramener chez elle et ensuite d'appeler la gendarmerie. Le contraire aurait été plus logique, qu'elle garde le corps non loin de son domicile, puis qu'elle le déplace sur un lieu pour faire penser à un accident. Également, ce qui est très perturbant, c'est le fait qu'il y ait eu cette mise en situation 2 jours avant la découverte du crâne du petit Émile, et on peut se dire, mais est-ce que quelqu'un se sentait menacé? Est-ce que la personne a pris peur et s'est dit que c'était à ce moment-là qu'il fallait se débarrasser, entre guillemets, des ossements de l'enfant pour qu'on croie à un accident? À ce jour, aucun lien objectif n'a pu être retrouvé entre les 2 événements. Mais attention, il n'est pas totalement exclu aujourd'hui que le corps ait pu être déplacé par une tierce personne, qu'il aurait déposé au niveau de cette zone, la zone du ravin des Auches, même s'il est vrai qu'il apparaît que le crâne ait été soumis aux éléments extérieurs pendant un temps suffisamment long pour avoir connu le gel, les chaleurs et les averses. C'est pas un cas isolé, il y a déjà eu des gens qui ont commis un meurtre ou un homicide accidentel ou non, et qui ont déplacé ensuite le corps plusieurs jours après pour faire croire à autre chose. C'est le cas en Espagne d'une disparition, celle d'Esther Lopez. Elle disparaît en janvier 2022 près de Valladolid. Son cadavre aurait été caché pour quelques jours et le meurtrier présumé l'aurait transporté à côté d'une route située environ 2 km du village, donc de l'endroit de la disparition. Et le cadavre derrière a été retrouvé par un randonneur. Dans le cas du petit Émile, seul le temps et les investigations menées ardemment par les enquêteurs répondront peut-être un jour à ces questions que tout le monde se pose aujourd'hui. À noter que je me suis fait une réflexion dès que j'ai appris, donc la semaine dernière, que le crâne d'Émile a été retrouvé, c'est la concordance de temps avec une fête catholique très connue, Pâques. C'est la première réflexion que je me suis faite. En effet, Pâques, c'est très important pour les chrétiens. Je vais vous lire ce qu'il est dit dessus. Pâques symbolise le passage de la mort à la vie. Le dimanche de Pâques clôt la semaine sainte, donc le dimanche où on a annoncé qu'on a découvert le crâne du petit Émile. Donc la semaine sainte pendant laquelle Jésus prit son dernier repas le jeudi et a été crucifié le lendemain, le vendredi saint, et ressuscité 3 jours plus tard, le dimanche de Pâques. Coïncidence ou non, même si c'est en effet très troublant, il s'agirait bien d'une coïncidence. En effet, la randonneuse trouve le crâne le samedi, donc avant le dimanche de Pâques, mais elle ne pouvait pas savoir que les expertises ADN allaient être réalisées tellement rapidement que dès le lendemain, donc le dimanche de Pâques, on allait savoir qu'il s'agissait d'Émile. J'aimerais terminer sur ce point avec les mots de Jacques d'Alest que je vais citer. Lorsqu'on retrouve un corps à l'état d'ossement des mois plus tard, c'est toujours complexe, on va sans doute encore extrapoler, mettre en avant 1000 explications, hypothèses et même complots. Si l'enfant a été poignardé dans les parties molles du corps, par exemple, ou s'il a été étouffé,
modus operandi souvent utilisé sur les jeunes victimes, on ne le saura pas forcément car il n'y aura pas de lésions visibles. Il ne faut pas surestimer les apports de la technologie ou de la science. Parfois des décès restent non expliqués parce que les corps ne sont plus ce qu'ils étaient. Depuis la découverte, une cagnotte a été lancée sur Litchi pour payer les obsèques et les messes pour le petit Émile et la famille du petit Émile. Elle ne fait évidemment pas l'unanimité, mais à ce jour elle est totalement légale et elle comptabilise plus de 570 participations. Par le biais de leur avocat, les parents d'Émile ont voulu s'exprimer, donc le 31 mars 2024, soit plusieurs heures après l'annonce de la découverte des ossements de leur enfant. Ils se sont exprimés à travers un communiqué qui a été relié par l'avocat sur BFM TV, que je vais vous lire. Je cite donc l'avocat. Les restes mortels du petit Émile ont été retrouvés. Si cette nouvelle déchirante était redoutée, l'heure est au deuil, au recueillement et à la prière. Marie et Colomban savent désormais, en ce dimanche de la résurrection, qu'Émile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu. Mais la douleur et le chagrin demeurent et ils demandent aux journalistes de respecter leur deuil en ne se présentant pas chez eux et en ne cherchant pas à les contacter. Les enquêteurs continuent leur travail dans le nécessaire secret de l'instruction pour que puissent être découvertes les causes de la disparition et de la mort d'Émile. Marie et Colomban tiennent à remercier l'ensemble de ceux qui les ont aidés et soutenus, ainsi que les juges d'instruction et les enquêteurs pour leur travail, leur professionnalisme. Il n'y aura pas d'autres déclarations. J'ai quand même pris le parti de répondre à plusieurs, donc une dizaine de vos questions concernant cette très triste affaire. Vous m'avez posé des questions sur mes réseaux sociaux, je vais vous répondre, donc je vais lire vos questions. Et certaines questions ont été posées plusieurs fois. Donc la première question, est-ce que la cause de la mort est possible à établir? Selon certains experts, évidemment, le temps joue en la défaveur de la connaissance de la vérité. Il n'y aurait plus de corps mou sur les seuls ossements retrouvés à ce jour d'Émile, donc très difficile de pouvoir observer ou non des lésions sur la tête, autre que sur le crâne. Par contre, j'ai lu qu'il y a des experts qui expliquaient que si on retrouvait certains ossements, on pouvait avoir certaines réponses à des questions. On peut se poser d'ailleurs une question, est-ce que le petit a pu subir une strangulation? On peut penser à cette hypothèse. Et pour y répondre, il faut retrouver l'os hyoïde. Je vous le montre ici. L'os hyoïde, il est situé au niveau des cartilages du cou. Et quand il est retrouvé, ça peut donner des informations capitales. Parce que quand il est intègre, l'hypothèse de la strangulation est écartée. Alors que s'il est brisé, on peut penser à une strangulation. Mais pour cela, il faut le retrouver. Le légiste va également se concentrer sur les ossements restants, si on les retrouve, je l'espère, pour pouvoir faire des études plus approfondies sur chaque ossement et voir s'il y a des lésions antémortem. Il faut aussi penser que pour les autres ossements, une partie des ossements a pu être déplacée par la nature, les animaux, et donc ça peut être compliqué de les retrouver. Intéressant aussi, comme on sait qu'on a retrouvé le crâne et surtout les vêtements non loin d'un ruisseau, qui se transforme, je vous le disais, en torrent quand il pleut, on peut penser que le petit s'est noyé et qu'ensuite son corps a été emporté dans un endroit qui avait été dissimulé jusque-lors. Et donc pour ça, on peut rechercher la présence de diatomées dans les eaux. Alors les diatomées, ce sont de petites algues microscopiques qui sont le signe d'une noyade dans une rivière ou un lac. Également, il semble que les dents puissent apporter des informations supplémentaires, même si j'ai pas d'informations en plus là-dessus. Et également, l'analyse des vêtements va être importante à ce niveau-là. On peut peut-être observer des traces suspectes sur les vêtements, donc comme un projectile ou un coup de couteau. Au vu des ossements qui ont été retrouvés, on n'aura pas ces informations-là sur les ossements, puisqu'il n'y a plus de corps mou, comme je vous le disais. Mais bon, avant tout ça, il va falloir retrouver des pièces manquantes et procéder par élimination. Et ça rejoint une autre question que j'ai reçue, que je vais vous lire. S'il n'y a aucun traumatisme antémortem, cela signifie qu'elle n'est ni mort d'une chute, ni mort à cause d'un animal. Donc comment? Je dirais évidemment que pour le moment, on n'a pas assez d'éléments pour le savoir, et on n'a qu'un seul ossement, enfin en tout cas une partie du crâne, mais on n'a pas les autres ossements. Donc il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. On peut penser qu'il ait en effet pu tomber, se blesser, mais pas tomber sur le crâne, se blesser, se casser les jambes, et malheureusement, il aurait pu ne pas pouvoir se déplacer et mourir de faim et de soif dans un lieu très difficile d'accès, ce qui reste une mort extrêmement lente, atroce et douloureuse. Donc on n'espère pas évidemment. Mais je ne sais pas s'il est mort d'un traumatisme crânien par exemple, est-ce que ça aurait pu se voir à l'autopsie? Je sais qu'il est dit que la cause de la mort est non encéphalique. J'imagine que non, mais c'est quand même une question intéressante à se poser. Donc si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Évidemment, il a pu être tué par une tierce personne.
d'une mort, alors je ne sais pas laquelle, mais non observable en tout cas pour le moment sur les ossements retrouvés. Une autre question, est-ce que le corps de l'enfant a pu être déplacé et si oui, par qui? Donc les recherches sont menées en ce moment en ce sens pour savoir effectivement si le corps a pu être déplacé, a pu être mis ici pour faire croire à un accident. Beaucoup de personnes se posent cette question-là. Je vais citer un expert qui dit que si le corps est là depuis 9 mois, le squelette se fige dans la terre et il laisse son empreinte. S'il a été déplacé, on verra que ce n'est pas le cas et qu'il a été posé sur le sol, signe de l'intervention d'un tiers. Donc évidemment pour cela il faut retrouver les ossements, ce fameux point zéro. Une autre question assez intéressante, quel genre d'animal est susceptible de s'en prendre à des restes humains? Donc là, vous avez plusieurs genres d'animaux qui peuvent s'en prendre à des restes humains, notamment des charognards, des rongeurs et des insectes nécrophages. Malheureusement, généralement, les petits os sont emportés par les carnivores et les gros rongeurs, et les autres peuvent être grignotés sur place comme vous avez pu le voir sur le crâne. Désolée pour ces détails, malheureusement c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Une autre question, que va-t-il se passer s'ils attestent qu'il n'y a pas d'acte criminel? C'est une question très intéressante et je fais encore le parallèle avec la disparition, le cas de Lucas Tronche. Je pense que ça va se passer de la même manière. S'ils attestent qu'il n'y a pas d'intervention d'un tiers dans la disparition et dans la mort d'Émile, une ordonnance de non-lieu pourra être prononcée sur les faits d'enlèvement, de séquestration, tous les faits que je vous ai énoncés auparavant, et ça clôturera ainsi le dossier pénal, et donc il pourra être conclu derrière à une mort accidentelle. Une remarque que j'ai énormément reçue et que je vois énormément sur les réseaux sociaux concernant ce dossier, il semble évident que son grand-père ait tué le petit et qu'il ait remis le corps dehors. Alors, concrètement, je ne sais pas ce qui vous fait dire que c'est évident, puisque si ça l'était, je pense que les gendarmes auraient placé depuis longtemps en examen le grand-père d'Émile. Généralement, ce genre de remarques, elles se basent sur des ressentis et sur ce qu'on peut savoir d'une personne, ce qui est transmis à travers les médias. Effectivement, le portrait, comme je vous l'ai dépeint, du grand-père ne paraît pas très glorieux et on peut aisément penser, surtout avec les derniers faits qui ont été dévoilés en tant que témoin assisté dans une très sombre affaire, que il ait pu avoir la main lourde avec son petit-fils, une punition aussi qui aurait mal tourné, et donc une dissimulation du corps avec un mutisme général de l'entière famille. Mais ça, ce ne sont juste que des suppositions, des choses qu'on peut penser, mais on n'a pas d'accès au dossier, on n'en sait rien, on ne sait pas du tout ce qui a pu se passer, on n'est jamais allé sur place, en tout cas moi j'y suis jamais allée. Donc à part des suppositions, on peut qu'émettre des doutes, mais il n'y a pas d'évidence quant à l'implication du grand-père ou de quelqu'un d'autre d'ailleurs dans cette disparition et dans la mort du petit. Mais évidemment, si tel est le cas, les enquêteurs vont potentiellement trouver des indices qui derrière feront qu'il sera mis en examen dans le cadre de l'homicide volontaire ou non et de dissimulation du corps derrière, mais on est très loin de ça pour le moment. Seul le temps et les investigations des enquêteurs pourront nous le dire. Les réseaux sociaux ont accablé et le grand-père, mais également tout le reste de la famille, notamment les parents d'Émile, ce qui est très dangereux d'ailleurs, vu en l'absence d'éléments allant en ce sens. On parle comme d'habitude de tribunal des réseaux sociaux, hein, on en fait tous les frais quand on est sur les réseaux sociaux et quand on est un peu médiatisé. Inutile de dire que la famille d'Émile en a fait les frais, tout comme d'ailleurs toutes les autres disparitions médiatisées. Et je vais quand même citer le grand-père qui s'était exprimé en septembre 2023 dans le média Famille chrétienne. Je cite: tout cela est faux et je m'en moque, la presse nous fait du mal, mais les gens autour de nous sont vraiment extraordinaires. Donc moi je vous l'ai dit, tant que je suis pas allée sur place, que j'ai pas rencontré les personnes impliquées dans ce dossier ou que je n'ai même pas vu une demi-page du dossier d'instruction, je n'ai pas vraiment, j'arrive pas à me faire d'avis là-dessus. Mais je comprends sur internet que des gens se posent des questions. Quelqu'un me pose aussi une autre question: comment est-ce possible de retrouver un crâne en os après à peine 1 an? C'est aussi rapide que ça la décomposition? C'est une très bonne question et en fait ça dépend d'énormément de facteurs. Donc notamment ça dépend de la température, de l'enfouissement du corps, des conditions météorologiques, de l'humidité, est-ce que le corps ou les ossements sont retrouvés dans un lieu ouvert ou fermé, et encore une fois, un expert nous explique qu'en plein été, le corps peut se dégrader à vitesse grand V. S'il est exposé en plein soleil, il peut se retrouver en quelques semaines à l'état de squelette. Le pire, c'est la chaleur et l'humidité. Il faut savoir qu'il a déjà été observé qu'un corps se décompose
complètement en une dizaine de jours seulement dans ces conditions. Une autre question très intéressante, doit-on déplacer des ossements jusqu'à la gendarmerie si on en trouve? Je vous ai un peu donné la réponse dans ma vidéo. Effectivement, non, il ne faut pas les toucher. Donc si on sait en plus que c'est un crâne humain ou si on a des doutes sur l'origine de l'ossement, il ne faut absolument rien toucher, il faut tout laisser sur place, noter le lieu exact où a été retrouvé l'ossement, prendre des photos si possible, et derrière appeler la police ou la gendarmerie ou se déplacer directement au commissariat le plus proche. Une autre question, est-ce que tu as des informations que les médias n'ont pas partagées? Alors hélas non, dans ce type de dossier très médiatisé où la famille reste muette, où il faut vraiment faire attention parce que tout le monde est intéressé et veut gratter chaque information. Non, moi je n'ai pas d'informations, je ne suis pas une source proche de l'enquête et je n'ai pas de contact avec les enquêteurs et de toute façon je pense qu'ils ne m'auraient pas donné d'informations si tel était le cas pour préserver le secret de l'instruction comme je le dis souvent. Donc ici moi je vous fais surtout dans ce type de dossier très médiatisé, je vous fais surtout un recoupement d'informations que j'essaye d'être le plus exhaustif possible parce que c'est vrai qu'on est souvent noyé par les médias, par les articles dans les médias et que des fois c'est pas toujours relevant. Donc je préfère moi faire une vidéo assez longue qui regroupe toutes les informations afin que vous derrière vous puissiez vous faire votre propre avis sans trop chercher. La dernière question qui m'est posée c'est que penses-tu qu'il soit arrivé au petit Émile au vu de ces dernières nouvelles? Moi selon les informations qu'on a aujourd'hui, ça peut changer, je suis plus sur une disparition malheureusement accidentelle. Je pense qu'il a pu se blesser dans un endroit où malheureusement il ne pouvait plus bouger et mourir derrière de fatigue, d'épuisement, de faim et de soif, ce qui est horrible comme mort. C'est vraiment triste mais c'est mon ressenti et j'espère qu'en tout cas il n'a pas souffert. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, elle n'est pas très joyeuse. Bon, de toute façon mes vidéos sur ma chaîne ne sont pas joyeuses, mais celle-ci particulièrement parce qu'on était tous impactés par la disparition de ce jeune enfant, sa tête qu'on a vue de partout, et aujourd'hui savoir qu'on a retrouvé seulement un crâne, c'est vrai que ça nous touche tous. Avoir des pensées à Émile et à ses proches en espérant qu'aujourd'hui il repose en paix. Si vous écrivez des commentaires, s'il vous plaît, soyez modérés dans vos propos. Je remercie à nouveau CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé ma vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.